BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble pendant une demi-heure, vous le savez, avec mon invité qui est Dominique Restineau, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Bonsoir Dominique Restineau. Bonsoir, Edwige Chevrillon. Oui, merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, merci. Je crois que c'est la première fois que vous vous exprimez pour essayer de voir l'étendue des dégâts après le post-sacre du PSG. Il ne faut quand même pas oublier la victoire éclatante du PSG dans cette Ligue des Champions. Mais c'est vrai que ça s'est traduit par des violences très fortes sur les Champs-Élysées, en Île-de-France. Est-ce que vous avez déjà un peu une estimation des dégâts ou pas? On s'en souvient juste les dernières émeutes à Paris qui étaient après la mort du jeune Naël. Vous l'avez estimé à peu près entre 300 et 400 millions. Là, les assureurs disent plusieurs centaines de millions. Vous dites quoi? Effectivement, je crois que les chiffres étaient aux alentours de entre 300 et 400 millions d'euros. Revenir effectivement pour vous dire que la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, évidemment, déplore totalement ce qui s'est passé après ce merveilleux événement. Oui, il faut quand même pas l'oublier. Voilà, il faut remettre un peu les choses en perspective et condamne bien évidemment ce qui s'est passé à la suite avec ces moments où ça gâche cette fête. Enfin, c'est absolument intolérable et c'est intolérable bien évidemment pour ces commerçants, petits ou grands, mais pour ces commerçants. Et c'est pas depuis 15 jours ou une semaine. Avant de présider la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, je présidais la Chambre de commerce de Paris. J'ai vécu en première ligne, souvenez-vous, Edwige, c'était l'époque des Gilets jaunes et surtout des casseurs au moment des Gilets jaunes. Mais ça fait 8 ans que ces commerçants, dans Paris, en Île-de-France et dans d'autres villes de France, subissent sans arrêt. Et ils ont subi ces violences au moment de l'époque des Gilets jaunes. Ils ont subi également le mouvement des grèves, ils ont subi également le Covid, ils ont subi différentes choses. À Paris, des rues ont été dévastées pleinement, je veux dire. Donc je pense que ça suffit. Ça suffit, mais vous nous direz dans un instant si vous estimez un peu qu'il faut des sanctions minimales. En tous les cas, c'est ce que vient de déclarer le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale. Juste, on a vu des scènes quand même très très violentes de pillage. On a vu ces images du Foot Locker complètement dévastées, Maison du Monde, des bris de glace du mobilier urbain, les terrasses de l'Occitanie dévastées, la Brioche Dorée. C'était des installations qui valent quand même très très cher. Je reviens un peu sur cette estimation. Est-ce que vous êtes capable de donner au moins une fourchette? Très sincèrement, il est beaucoup trop tôt pour donner des chiffres et je pense que ça ne sert à rien de donner des chiffres. Est-ce que c'est considérable? Bien sûr que c'est considérable. Et bien sûr que c'est extrêmement... Mais ça se chiffre quoi? En centaines de millions? Plusieurs centaines de millions? Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Oui. Vous savez, mes équipes étaient sur le terrain hier, les élus étaient sur le terrain hier, on n'a pas encore toutes les données, et je pense que le chiffre n'est pas le plus important. Vous parlez effectivement de sanctions. Ça dépend pour qui, parce que quand je dis ça n'est pas le plus important, je m'entends. Bien sûr que c'est des coûts qui seront de toute façon considérables. Mais ce qu'il faut, c'est regarder et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Oui. On va revenir là-dessus, parce que je ne sais pas si vous avez vu Teddy Riner, qui visiblement a quand même des aspirations présidentielles. Il a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux où il dit « Si j'étais président, ça ne serait pas passé ». Je ne sais pas très bien comment. Mais en tous les cas, maintenant, la question, c'est quand même quelle indemnisation pour les sinistrés? Qu'est-ce que vous demandez? Premièrement, je recommande aux commerçants, et nous allons les voir, nos équipes vont les voir. C'est ce qu'on a fait à chaque fois depuis 8 ans, c'est ce qu'on a fait à chaque fois les premiers sur le terrain pour les accompagner, pour les aider à monter leur dossier de remboursement, de prise en charge, pour les aider également à faire en sorte de pouvoir porter plainte, pour les aider également à pouvoir réunir les pièces nécessaires pour se faire rembourser. Ça, c'est l'accompagnement que nous apportons à l'ensemble de ces commerçants, et je dirais à chaque fois depuis des années. Ensuite, je vais recommander bien évidemment aux compagnies d'assurance et aux banques de faire en sorte, pour les compagnies d'assurance, d'être le plus rapide possible pour indemniser. Mais ça dépend à quoi vous êtes assuré, parce que si vous êtes assuré au tiers, ben là, il ne se passe rien. Hein. Bien sûr. Mais celles et ceux qui sont assurés, déjà de remplir et de faire en sorte que les compagnies d'assurance prennent en charge le plus rapidement possible ces commerçants. Ensuite, et ça me paraît également important que les banques comprennent. On peut quand même isoler. Il y a eu des moments où c'était pendant le Covid, par exemple.
Là, c'était une catastrophe pour l'ensemble. Là, on arrive à cibler. Donc, il me semble que les banques peuvent avoir un regard précis d'accompagnement également par rapport à ces commerçants. Oui. Vous avez mis en place, je crois, un numéro spécial, non? Nous avons un numéro spécial que vous pouvez peut-être passer à l'antenne. Si mes souvenirs sont bons, c'est 45 65 44 deux fois, 55 65 44 deux fois, voilà, nous le voyons là. Donc bien sûr, c'est un centre d'appel que nous avons où à chaque fois, et depuis 2009, c'est là où nous l'avons mis en place, à chaque fois, les entreprises, les commerçants peuvent nous appeler parce que nos collaborateurs, nos élus sont là pour accompagner justement ces commerçants, ces entreprises qui depuis des années sont d'une telle résilience. C'est un peu ce cri d'alarme que j'ai envie de pousser. Je veux dire, ça fait des années que celles et ceux qui font la vie, le commerce c'est la vie, ça fait des années qu'à chaque fois ça tombe sur eux. Je pense que ça suffit maintenant. Est-ce que ça veut dire que, d'abord, est-ce que vous allez vous demander une aide spécifique au gouvernement ou pas? Est-ce que vous allez créer un fonds, vous, au niveau de la Chambre du commerce, un fonds pour aider, pour appuyer ces commerçants qui sont en grande difficulté? La Chambre de commerce ne crée pas de fonds pour appuyer et pour soutenir. Ouais. Nous sommes là pour les accompagner dans toutes les démarches, pour les rassembler et pour les aiguiller là où ils vont gagner du temps. C'est ce que nous faisons pour le montage de leur dossier également, pour les accompagner. Nous sommes cette courroie de transmission entre le gouvernement et également ces commerçants parce que nous sommes, vous savez, les chambres de commerce, le réseau des chambres de commerce, que ce soit en Ile-de-France ou en France, c'est le premier réseau d'accompagnement de proximité de l'économie réelle. Et les commerçants, c'est l'économie réelle. D'où mes questions pour savoir qu'est-ce que vous faites pour eux là. Au-delà, vous les accompagnez, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire plus? Pardonnez-moi. Attendez, excusez-moi, Edwige. Nous sommes là sans arrêt pour les accompagner, pour leur apporter les informations, pour les aider à monter leur dossier. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir apporter du financement. Ça n'est pas notre rôle. Mais est-ce que vous demandez au moins au gouvernement, vous n'êtes pas au ministère de l'économie, à Bercy, je sais bien que les caisses sont vides, mais est-ce que vous demandez une aide? Je pense que le gouvernement doit pouvoir aider ces commerçants qui ont été sinistrés de manière extrêmement forte. Là, vous avez donné des exemples, mais moi, je connais des restaurateurs. En face du bureau dans lequel je me trouve, il y a une brasserie qui, à chaque fois, a de la casse. À chaque fois, et je connais bien la brasserie. J'ai des amis restaurateurs qui ont leur terrasse qui, à une époque où les gens ont envie de dîner dehors, eh bien, elles sont détruites. Les vitres sont cassées. Ouais. Voilà. Et donc, bien évidemment qu'il faut un soutien pour ces commerçants, pour ces restaurateurs, pour ces magasins, qu'ils soient grands ou petits. Moi, j'ai comment dirais-je, je sais qu'il y a 2 supermarchés dans Paris, dans le 17e, dans d'autres arrondissements qui ont été fracassés, qui ont été pillés. Ça a été estimé par les dirigeants de ces entreprises à 450 millions d'euros de casse et de perte de chiffre d'affaires en même temps. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui se retrouvent sans pouvoir travailler également. Ouais. Mais alors du coup, vous dites Dominique Restineau, j'ai envie de piquer un coup de gueule, lancer un cri d'alarme. On l'entend, à juste titre, mais qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire des défilés sur les Champs-Élysées? Est-ce qu'il faut bloquer déjà, parce qu'il y avait quand même 5000 policiers, vous voyez, est-ce que vous estimez que ce n'était pas suffisant? Je ne sais pas si c'était suffisant ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu, et on le voit dans d'autres pays, ça marche très très bien. Il y a eu des comparutions immédiates hier, aujourd'hui, et ça a l'air de marcher. Donc il faut continuer ça, parce que il faut qu'il y ait ces comparutions immédiates, et il faut qu'il y ait des sanctions qui soient le plus rapides possible, à un niveau d'exigence qui fait que quand on casse, on paye parce qu'on a cassé. C'est normal ça. C'est dans un État citoyen. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de significatif. Les commerçants, mais les citoyens que nous sommes tous, si on a l'impression, je ne dis pas que c'est la réalité, mais si les gens ont l'impression qu'on peut casser sans avoir de vrais préjudices, sans avoir de vrais problèmes, les gens ne comprennent pas. Donc il faut qu'il y ait une sanction immédiate, il faut qu'il y ait une comparution immédiate, il faut qu'il y ait une sanction immédiate. Et il faut qu'elle soit significative, en relation avec ce qui se passe vraiment. Oui, le garde des Sceaux... Mais je crois que le Premier ministre, le garde des Sceaux, ils ont l'air d'être tous d'accord. Gérald Darmanin a estimé que les premières condamnations n'étaient pas à la hauteur ou n'étaient plus à la hauteur et qu'il fallait changer la loi. Quant au Premier ministre, je le disais tout à l'heure, François Bayrou, il a dit à l'Assemblée nationale qu'il fallait des sanctions minimales. Vous êtes d'accord, vous êtes sur la même ligne. Vous dites ça suffit maintenant. Alors, je dis ça suffit. Je dis simplement que chacun fasse son job. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Le gouvernement est là. Les parlementaires sont là. Si les sanctions ne sont pas suffisantes, il faut modifier les lois. C'est leur job. Oui. Et là, je serais d'accord.
Là, vous serez d'accord. Est-ce qu'aux assureurs, France Assureurs qui dit bon, ben voilà, ça va pas être évident, il faut savoir, effectivement, il faut faire des dossiers, enfin, tout ça peut prendre du temps, même trop de temps. Vous leur dites quoi? Est-ce que vous allez les convoquer au niveau de Paris et l'Île-de-France, évidemment? Je demande aux assureurs d'avoir cette bienveillance. Je sais que c'est des mots qui peuvent paraître étonnants, mais justement qu'on prenne en compte ces femmes et ces hommes. Il y a des grandes structures qui peut-être ont les moyens d'attendre une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Mais le commerçant, le restaurateur, lui, il n'a pas le temps. Il ne peut pas parce qu'il a ses échéances à payer. C'est tous les jours qu'il y a ça. Donc, je pense que par civisme, également, les assureurs peuvent se mobiliser très fortement. Je pense qu'ils sont capables de le faire, s'ils veulent le faire, et je leur demande qu'ils le fassent. Est-ce que vous demandez, je ne sais pas, pourquoi pas, parce qu'eux, ils ont de l'argent, ils ont des poches pleines, aux Qataris, notamment au président El-Khatani du Paris Saint-Germain, est-ce que vous lui dites, bah, après tout, vous êtes quand même un petit peu responsable, peut-être qu'il fallait faire ça ailleurs, peut-être qu'il fallait pas faire une fan zone uniquement au Parc des Princes, qu'il fallait plutôt le faire au Stade de France, enfin, faire ça plus loin, je veux dire, de l'urbanisation. Vous voyez, Edwige Chevrillon, on a commencé cet entretien tous les deux en disant « faut pas oublier le bel événement ». Le bel événement, il était à Paris. Les Parisiens étaient contents. Il y a peut-être 1, 2 ou 3% de gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'il y a 1 ou 2%, parce qu'il y a 100, 200, 500 personnes. J'ai entendu, si les chiffres sont bons, 550 interpellations entre hier et aujourd'hui. Mais tous les gens qui sont là pour faire la fête, arrêtons laissons vivre les gens, laissons-leur prendre du plaisir. Le football, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai plein d'amis qui ont fait la fête parce que c'était absolument génial. Et sanctionnons celles et ceux qui méritent d'être sanctionnés. Ça, c'est clair et les gens le comprendront. Vous sentez quand même un ras-le-bol, une rébellion, presque une rébellion des commerçants justement à Paris et en Île-de-France. Quand vous avez dit tout à l'heure, ça suffit. Et vous dites qu'il faut trouver une solution, mais c'est quoi la solution? Vous dites qu'il faut que ça reste à Paris, parce que par exemple là, c'était évidemment le Paris Saint-Germain, donc ça devait être à Paris. Déjà, bon, on sait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a une prise de conscience globale et même des politiques. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Quand vous dites que le garde des Sceaux a dit les sanctions ne sont plus adaptées, je pense que c'est une vraie prise de conscience et qu'il faut peut-être renforcer ces sanctions. Voilà. Et c'est un chemin. Je ne suis pas garde des Sceaux, c'est lui. Oui, non, bien sûr. Mais... Et évidemment, je pense que un bon nombre de gens pensent la même chose. Globalement, avant ça, le climat était comment dans les entreprises et les commerçants parisiens et d'Île-de-France? Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres de l'OCDE là, qui sont tombés tout à l'heure. Il y a une conférence de presse du secrétaire général qui a dit qu'évidemment la surtaxe douanière imposée par Donald Trump avait un impact très important sur la croissance mondiale et sur la croissance française. Est-ce que ça a effectivement un impact sur la croissance des entreprises parisiennes et d'Île-de-France? Mais ça a forcément un impact sur toutes les entreprises parisiennes, franciliennes, de France et de Navarre. Les chefs d'entreprise ont besoin d'une chose, de lisibilité, de visibilité et de sécurité. Elles ont besoin de ça pour pouvoir travailler avec une vision. Il est certain que quand vous avez certaines personnes qui changent d'avis entre le matin et le soir et qui sont totalement imprévisibles, ça crée de l'instabilité. Il n'y a rien de pire pour les chefs d'entreprise. Et vous le sentez dans la capitale? Mais on le sent depuis plusieurs mois, dans la capitale et ailleurs. Oui. Moi, oui, mais quand vous êtes le patron, le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, je parle moins de Montpellier, même si c'est très important. Oui, mais vous savez, il y a un réseau des chambres de commerce. Oui. Tous les 15 jours, je suis avec mes collègues. Où on travaille, on monte des programmes. On monte des programmes sur les commerces. Il va y avoir un grand prix pour mettre en avant les commerces sur toute la France. D'accord? Pour les récompenser, pour être avec eux, pour leur montrer que c'est important. Le commerce, c'est la vie. Et donc, on est avec eux, auprès d'eux. Et c'est l'image que nous avons et que j'ai avec l'ensemble de mes collaborateurs, de mes collègues. Parce que, bien évidemment, on parle, que ce soit à Marseille, à Nantes, à Strasbourg, à Toulouse, on parle, évidemment. Ouais. Et on regarde ce qui se passe, on échange. Et donc là, vous ressentez ça fait un certain moment ou pas l'impact de ce qui se passe? Ça fait un certain moment qu'il y a un léger souci avec les États-Unis, bien sûr. Mais en même temps, vous voyez, c'est problématique. Mais je pense que dans les crises, il y a parfois également des opportunités. Et puis, pardon,
Il y a les États-Unis, mais les États-Unis, c'est pas le monde entier. L'Asie, il y a des possibilités, et puis il y a l'Europe. Et nous pouvons faire, et ce qui m'intéresse, vous savez, il y a ce qu'on appelle la Team France Export. La Team France Export, c'est l'organisation championne de France pour l'exportation. Oui. C'est 3 membres fondateurs au départ. Les chambres de commerce et d'industrie de France, Business France et BPI France. Et nous travaillons ensemble, chacun a un rôle pour faire en sorte d'accompagner les entreprises à aller exporter. Et donc, ça fonctionne. On peut encore améliorer, on va encore améliorer. Et alors, vous exportez où? Vous arrêtez d'exporter aux États-Unis, peut-être, non? Mais vous voyez, même les États-Unis, et je rencontre un certain nombre de chefs d'entreprise, eh bien, il y en a qui vont se dire non, je n'y vais pas. Oui. Et il y en a qui vont se dire, si plein de gens n'y vont pas, moi je vais tenter et je vais y aller. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient accompagnés. Et c'est le rôle que nous avons. Nous, Chambre de commerce, on accompagne des primo-exportateurs. Je peux vous garantir, il y en a, parce qu'avant qu'ils aillent soit faire des salons, par exemple, eh bien, il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils connaissent les secteurs. On les accompagne également sur les cibles des pays sur lesquels ils peuvent exporter leurs produits ou leurs services. Donc c'est tout un accompagnement qu'il y a et une clé de répartition que nous avons avec Business France et BPI France également. Mais il y a aussi des opportunités, j'en suis sûr, aux États-Unis. Il y a des opportunités ailleurs. Et il y a l'Europe. Construisons cette Europe. Oui, ça, si on y arrive, mais ça, c'est compliqué, non, reconnaissez. Mais on va y arriver. Dominique Cristino, est-ce que la crise, est-ce que quand même, on voit bien qu'à Paris, il y a quand même énormément d'étrangers. On va parler du tourisme parce que vous lancez encore votre initiative. Mais par exemple, si on prend les congrès, Paris, je crois, est la première destination pour les congrès. Hein. Bien sûr. Est-ce que c'est toujours le cas? Et bien sûr que c'est. Ou alors tout s'est un peu arrêté dans ce contexte. Non, ça s'est arrêté pendant la pandémie, pendant le Covid. Non, mais ça, bien sûr. Vous savez que la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France est co-actionnaire d'une organisation de filières congrès et salons, avec d'un côté les infrastructures Vie Paris et de l'autre côté, l'organisateur Comexposium de salons et d'événements, des congrès et des salons. Les chiffres nous montrent aujourd'hui, et je prends le premier trimestre 2025, qui est supérieur au premier trimestre 2024, en termes de croissance de personnes qui viennent en France. Que ce soit d'ailleurs pour le tourisme de loisirs, et que ce soit pour le tourisme d'affaires également. Ce qui nous intéresse également, mais pour tout, les restaurateurs, que ce soit pour le tourisme d'affaires ou pour du loisir, ils sont contents de voir des clients et d'avoir des clients qui soient étrangers également et qui viennent. C'est une destination, c'est un hub. L'Île-de-France est un hub européen. Donc oui, ça ramène beaucoup de monde. Ça repart. Nous sommes repartis. Il y a des chiffres qui sont supérieurs parfois à 2019 avant la pandémie. C'est reparti. Et il faut continuer. C'est ce que nous faisons avec nos filiales, avec nos co-actionnaires. C'est ce que nous faisons et nous travaillons pour le développement. Vous savez, avant le fameux les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'étais venu vous voir. Et je disais, dans notre filière congrès et salons, c'est à peu près 5 à 6 milliards de retombées économiques par an, sur l'ensemble de l'Île-de-France et un petit peu élargi. Et je disais, sans les ennuis. Par chance, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un vrai succès. Oui, mais en même temps, il y a eu moins de monde qui... En fait, le public est venu pour les Jeux Olympiques, peut-être à ce moment-là, mais nous avons... Mais est-ce que les retombées post-Jeux Olympiques... Oui. Oui, ah, ben ça, c'est une croissance de 8%. Oui, ça. Et c'est ce que nous voyons, parce qu'il y a des travaux qui sont menés également avec tous les pays qui ont fait les Jeux Olympiques. Et on sait que ça dure pendant plusieurs années. Alors c'est sûr, il y en a qui ont un peu perdu, mais qui vont gagner demain. Il y en a qui ont gagné, c'est vrai. Mais vous dites plus 8% sur quelle période? Alors sur le dernier trimestre 2024? Entre 2020, oui, le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2024. Oui. Donc il y a un vrai effet Jeux Olympiques. Mais bien sûr qu'il y a un effet Notre-Dame. Il y a aussi un effet Notre-Dame. Oui. Alors justement, ça fera le lien avec la dernière question de Dominique Cristino. C'est là le tourisme, c'est la grande période. Enfin, ça va être la grande période. On voit déjà plein d'étrangers à Paris. Un peu trop, il reste pour certains, il y a un peu trop d'étrangers. Je ne sais pas si vous êtes sur cette même longueur d'onde. Est-ce que on sait que vous faites beaucoup d'efforts pour faire revenir la riche clientèle, bref, celle qui a de l'argent, que ce soit les Chinois, voire les Américains, je ne sais pas si vous comptez sur eux ou pas, voire ceux qui viennent du Moyen-Orient. Je vous garantis que les Américains ont envie de revenir en France et ils viennent en France. Et il y a un certain nombre d'Américains qui sont très contents de venir en France et qui peut-être sont moins contents d'être dans leur pays parfois. Oui.
Ouais. C'est ce que je pense. Alors, en tout cas, il y a moins de Français qui ont envie d'aller aux États-Unis, mais ça, c'est pas votre problème de maigrir. Non, je préfère qu'ils soient en France, moi. Ou alors qu'ils aillent exporter. Oui, et nous les accompagnons pour qu'ils exportent, les entreprises. Là, qu'est-ce que vous faites pour préparer la saison touristique? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez déjà une estimation? Il faut continuer l'accueil. Il s'est passé des choses formidables l'année dernière, profitons-en. Mais c'est l'accueil avec l'opération que nous faisons pour la 11e année, c'est Do You Speak Tourist. En clair, c'est... Do You Speak Tourist. D'accord. Oui, c'est un peu franglais, je vous l'accorde, moi qui suis un grand fan de la francophonie. Mais ça permet d'accompagner des commerçants, des TPE, des petites entreprises qui vont pouvoir accueillir et bien accueillir des touristes étrangers de différents pays. Et donc, il faut pouvoir, et donc nous cartographions également celles et ceux qui peuvent recevoir des publics de telle et telle langue. Et il y a des parcours qui se mènent également pour faire en sorte qu'on s'occupe bien de ces touristes. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la qualité de l'accueil qui rentre en ligne de compte. Je pense que nous avons fait beaucoup d'efforts, nous, Français, pour accueillir le monde entier. Je pense qu'il faut continuer parce que les recevoir, c'est effectivement faire de la croissance raisonnable, c'est accueillir celles et ceux qui vont venir passer et découvrir notre très beau pays. Je pense que c'est un travail que nous faisons et qu'il faut continuer à faire pour accompagner notamment ces commerçants, ces hôteliers, ces restaurateurs. Vous dites quoi aux Parisiens qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers, il y a trop de touristes? Vous savez, j'ai vu l'année dernière, à peu près à cette époque, un certain nombre de personnes qui me disaient « mais moi je m'en vais, je ne serai pas là ». Il y a 42 000 Français Parisiens qui sont partis. Je crois. Voilà. Je pense que certains se sont un peu mordus les doigts. C'est la vie, c'est comme ça, il y a toujours des grincheux, il y a toujours ça arrive. Mais ça n'est qu'une partie de la population. Regardons le verre à moitié plein. Regardons celles et ceux qui ont envie que le football soit une fête et quand le PSG gagne, que ce soit une fête. Regardons celles et ceux qui ont envie de sortir, de pouvoir aller au restaurant. C'est ça qu'il faut regarder également. Alors, deux questions par rapport à ça, justement. Vous faites le lien. Les travaux qui ont été menés par la maire de Paris, qui ont parfois un peu agacé certains. Est-ce que, finalement, vous trouvez que ça donne aujourd'hui une ville un peu plus verte, une ville très embouteillée, mais un peu plus verte? Mais certains disent, par exemple, si on prend la rue de Rivoli, si on voit les difficultés de la Samaritaine, parce que ça empêche, en fait, ou même le BHV, ça empêche les clients d'arriver et de faire leurs courses. Est-ce que vous trouvez qu'on a peut-être poussé un tout petit peu le curseur un peu loin? Je vous vois sourire ironiquement, donc je pense que je connais votre réponse. Mais... Il suffit d'écouter les commerçants. Oui. Parce que eux, ça leur pose un problème. Alors après, le Parisien qui n'a pas de voiture, qui veut aller au parc à côté, certainement que ça doit l'intéresser. Mais nous devons avoir une ville qui puisse se développer. On doit avoir une ville ou une grande ville et une région. Je veux dire, il n'y a pas que Paris. Non. Parce que la vie ne s'arrête pas au périphérique. Et il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Vous savez, j'avais obtenu certaines choses de la mairie de Paris, de la maire de Paris, qu'on puisse essayer de prévoir et d'organiser les travaux, par exemple. Ça a été fait. Ça a été fait. Ensuite, faire en sorte que les entreprises, des artisans et tout ça, qui sont en grande couronne, puissent bénéficier des mêmes tarifs que celles et ceux qui étaient en petite couronne, parce qu'on a besoin que les artisans viennent travailler aussi dans la petite couronne et dans Paris. Je veux dire, est-ce que ça pose certains problèmes pour certains? Oui. Le périphérique avec une voie de covoiturage et la limitation de vitesse à 50, est-ce que ça pénalise les artisans? Ai-je besoin de vous répondre? Oui. Non, mais je ne sais pas. Sincèrement. Alors, en même temps, c'est une difficulté. D'un côté, il faut mettre des mesures en place parce qu'il faut faire attention à notre planète. Nous avons tous des enfants ou des petits-enfants, donc il faut travailler dessus. Maintenant, le rythme, la cadence, il y a peut-être des moments où il faut avancer, freiner. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des sujets où, effectivement, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il fallait peut-être de temps en temps ralentir un petit peu, peut-être pour mieux repartir, pour mieux l'organiser. Est-ce que vous souhaitez que le prochain ou la prochaine maire de Paris revienne justement sur des initiatives qui ont été prises par Anne Hidalgo? Alors sincèrement, je ne vois pas qui reviendrait sur ce type d'initiative. Je ne le crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Ok. Dernière question. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations un peu agacées de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, par rapport au Grand Paris. Donc des énormes travaux
qui ensuite vont permettre d'aller d'est en ouest, du sud au nord ou du nord au sud. Mais là, il dit maintenant, ça suffit, il faut ouvrir les lignes de métro. Il faut ouvrir les lignes de métro. Oui, il faut qu'on puisse déjà réaliser une partie de ce grand pari. Vous savez, j'étais à Île-de-France, j'étais ce matin à la MIF. Oui. Il me semble que tous les acteurs sont là pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Je suis à Île-de-France Mobilité. Oui. Très sincèrement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Alors, est-ce qu'il y en a assez, pas assez? Peut-être pas, mais il y a un coût en même temps. Et il faut s'occuper de ce coût en même temps parce que les usagers, vous savez, on a un réseau de transport en Île-de-France qui est certainement l'un des meilleurs du monde. On a, et je le dis, un coût où c'est les entreprises qui payent davantage, plus de 50% qui payent davantage. On a en même temps un coût pour les usagers que nous sommes. Ça m'arrive aussi de prendre les transports en commun, mais ça nous permet à nous d'avoir le coût quasiment le moins élevé. Aller à Londres, c'est pas du tout le même prix, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Et les entreprises sont extrêmement impliquées. C'est elles qui payent plus de la moitié de tout cela. Ouais, même pour des transports de loisirs. Ouais. Ce sont les entreprises qui payent. Toute dernière question, on a dépassé le temps. Donc oui, non, est-ce qu'il faut que le PSG reste au Parc des Princes? Alors, c'est une réaction presque de supporters. Je suis un grand rugbyman. Ouais, ah bah bon, bah alors, ok, je suis tombé à côté. Alors. Mais il faut, j'en sais rien. Sincèrement, je ne sais pas. C'était la victoire du PSG, là, hein, c'était pas la... Je sais, mais voilà, je ne peux pas vous dire... Merci à Dominique Risseneau, le président de la Chambre de commerce et l'industrie de Paris et de France, qui est venu un peu pousser un cri d'alarme par rapport à toutes ces émeutes qui Le commerce, c'est la vie. Qui défigurent notre belle capitale. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et les experts. La grande interview sur BFM Business.